Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation, toujours dans la partie compositing. Et aujourd'hui, on va parler d'une notion ultra importante qui vous est certainement inconnue si vous n'avez jamais fait de 3D et des compositing. Il s'agit du, attention, nom un petit peu barbare, Cryptomatte. Le Cryptomatte, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre directement en compositing de sélectionner des éléments, soit par leur nom, soit par leur groupe, soit par leurs matériaux, et de faire des traitements directement en compositing sans revenir en rendu. Imaginons, donc j'ai cette scène-là, je fais mon rendu et je veux changer la couleur de mon bois. Par défaut, si vous ne savez pas manipuler les cryptomates, vous allez être obligé de revenir en shading, changer le bois, refaire un rendu. Perte d'efficience, perte de temps, perte de budget si vous êtes sur une grosse production, et perte de souplesse parce que vous n'allez pas faire vraiment ce que vous voulez. L'avantage du cryptomate, c'est que vous allez pouvoir directement en compositing dire je sélectionne ce bois et je le veux un petit peu plus foncé. Je sélectionne ce mug-là et je veux le surexposer. Je sélectionne ce petit bonbon juste ici et je change sa couleur. Alors comment ça fonctionne? Je vais aller tout simplement dans le View Layer, je vais scroll tout en bas et je vais activer dans Cryptomatte Object, Material et Asset. Donc si on survole, on a des descriptions qui sont assez intéressantes, notamment la seconde partie. Donc Render Cryptomatte Object Path, donc ça il vous dit juste qu'il va rendre un AOV de Cryptomatte. Deuxième partie ultra intéressante, pour isoler les objets dans le compositing. Donc ça c'est pas mal. Second élément, pour isoler les matériaux dans le compositing. Troisième élément, pour isoler les groupes d'objets avec le même parent. Donc ça va être ça la différence dans le crypto entre object et asset, c'est que object ce sont les éléments individuels, asset ce sont les groupes d'objets. Par défaut, je n'en ai pas dans ma scène, donc on reviendra ensuite sur ça pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Mais déjà, comment ça marche? Là, si je fais un rendu, alors j'ai bridé à 5 secondes avec un denoise assez bourrin, donc ce sera pas très beau, mais l'objectif c'est pas que ce soit beau, c'est que de vous montrer comment fonctionnent les cryptomates aujourd'hui. J'ai même enlevé tout le compositing qu'on avait fait sur les vidéos précédentes. Voilà ce qu'on obtient avec le rendu. Une image très lissée par le denoise, mais c'est pas très grave. Donc si je vais sur mon compositor, juste ici, et que je l'ouvre. Donc j'ai supprimé ce qu'on avait fait la dernière fois, ça c'est tout à fait normal, c'est pour l'exemple. Je vais zoomer un tout petit peu sur l'image, voilà, comme ceci. On remarque plusieurs choses. Le fait d'avoir activé les cryptos, ça nous a mis tout ceci en sortie. On se dit, mais c'est super, je vais pouvoir directement prendre des sorties. Pas tout à fait. Qu'est-ce qui se passe si je les affiche? Donc là, j'ai mon image, j'ai mon alpha, j'ai mon CryptoObject 00, CryptoObject 01, CryptoObject 02, Material 00, Material 01, Material 02, Asset 00, Asset 01, Asset 02. Alors, c'est pas forcément très explicite, mais on remarque qu'il a commencé à faire des pré-découpes d'objets. En réalité, ces AOV, qui sont très mal nommés, on va pas forcément les utiliser de manière brute en l'état. On va plutôt utiliser la donnée retranscrite par ces AOV dessous. Mais on ne va pas l'utiliser en brut comme on utiliserait une AOV de ambient occlusion par exemple. Là, il faut se dire que ces AOV ont pour but de stocker des datas, et ces datas, on va les utiliser dans un node spécifique qui s'appelle Cryptomatte. Alors comment ça marche? Je vais afficher, hop là, mon image de base. Je vais mettre un node qui s'appelle Cryptomatte, et je vais le mettre juste ici. Là, on est un petit peu embêté parce que ça nous enlève tout. Donc on se dit, ok, le node est un petit peu bizarre. Le node, il attend par défaut une sélection. Vu que par défaut, votre sélection est vide, la sortie du node, c'est du vide. Si je clique sur le plus ici, et que je survole malencontreusement l'ancienne image appliquée ici, vous voyez que on a des noms d'assets, d'objets, pardon, de notre scène 3D qui apparaissent. Mur, on avait là un MDL mug. Si je suis curieux et que je clique, il se passe deux choses. Je clique. Magnifique. De 1, dans le MatID, il nous a mis le nom de mon asset. Donc ça, on pourrait le scripter. En fait, c'est une sorte de champ de texte. Mais l'avantage, c'est qu'on a des raccourcis avec le plus et le moins. Et également, en sortie, on a bien un filtre. Donc, petite astuce, si je clique sur le plus et si je laisse enfoncer, vous voyez, la sélection est additive. Donc, j'ai juste à laisser enfoncer et ça va sélectionner les trucs. Là, je peux par exemple enlever mon mur et j'ai bien mon empilement de tasses qui apparaît. Et vous voyez que le petit bonbon qui est présent devant, il n'est pas présent. Donc, c'est cool. On a quand même une sorte de filtre. Par défaut, on a trois sorties. La sortie pic, on va pas l'utiliser aujourd'hui, c'est une sorte de traitement de couleur. C'est plutôt si vous voulez exporter les choses ou autre pour d'autres logiciels, on va pas le faire aujourd'hui. J'ai le image par défaut, où là tout simplement, il va me filtrer les éléments sélectionnés pour me rendre entre l'entrée et la sortie uniquement ce qui est sélectionné. Ça peut être intéressant. Si vous voulez faire un compositing un petit peu brut, un additif, pourquoi pas. Mais je trouve pas ça ultra clean, ça dépend des traitements que vous voulez faire.
Ce que j'utilise le plus souvent, c'est le mat. Le mat, en fait, c'est vraiment un masque noir et blanc, où ce qui est blanc, c'est ce qui est sélectionné, ce qui est noir, c'est ce qui n'est pas sélectionné. Donc ça, vous allez pouvoir le mettre dans des factors, dans des mix, dans plein de petites choses. Donc ça, c'est le premier type de sélection, c'est le plus classique, c'est sélectionner directement à partir du compositing. On en conviendra, c'est pas très pratique. Donc comment on peut faire pour rendre ça beaucoup plus pratique? Je vais enlever ceci avec le moins, je vais ressortir hop là, en mode image pour que ce soit visuel. Et vous verrez que sur le traitement, on va faire différemment. Je vais afficher tout simplement mon image de base avec CTRL-SHIFT-clic gauche. Ça, normalement, vous connaissez le raccourci. Et là, l'avantage du crypto, c'est que même si le node n'est pas actif par défaut, je peux cliquer sur le plus et je vais pouvoir sélectionner ce mug-là, et par exemple, allez, pour l'exemple, le vase en haut à droite. Et là, qu'est-ce qui se passe si j'affiche mon image? J'ai bien mes 3 éléments sélectionnés qui apparaissent. Alors c'est un peu contre-intuitif parce que je dois activer mon image de base, sélectionner des éléments, mais j'ai pas le feedback visuel, et ensuite j'ai bien quelque chose qui apparaît. Alors on pourrait faire une sorte de mix entre les deux avec un overlay pour mettre une image, une couleur spécifique sur ce que j'ai sélectionné. C'est pas très pratique. C'est plus une habitude à prendre. Une fois que vous l'aurez, afficher l'image de base, utiliser Cryptomatte à part, sélectionner, ça marche quand même très très bien. Donc je vais tout clean en laissant enfoncer le clic. J'ai une autre méthode qui est, pour ma part, pas celle que j'utilise, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent ça. Le Cryptomatte vous permet également de sélectionner les assets et les objets et les matériaux directement dans votre scène 3D. Donc pour ce faire, on est obligé de splitter ma view. Donc je vais par exemple passer hop là, sur une vue qui ressemble à ceci. Je vais un petit peu l'agrandir. Là, je vais me mettre en vue 3D. Je vais la mettre au-dessus de ma tête comme ça, vous loupez aucun détail. Et là, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le plus? Alors, j'ai toujours possibilité de sélectionner sur mon image, mais je peux, et ça c'est ultra important, sélectionner directement ici dans ma viewport. Et là, l'avantage, c'est que je peux activer mon Cryptomatte directement. J'ai pas besoin de travailler à l'aveugle, parce que je vais travailler ici. Je vais sélectionner mon mug, je vais sélectionner le second mug ici, et je vais sélectionner par exemple le petit bonbon qui a juste là. Alors l'avantage, c'est que je ne suis pas bridé comme l'image, je peux zoomer, faire ceci, tac, et vous voyez, il m'a bien affiché le petit bonbon juste là. Donc ça, c'est ultra pratique. Il y a vraiment les deux écoles. Moi, j'avoue que je préfère tout faire dans le compositing. Surtout, alors si vous avez la chance d'avoir plusieurs écrans, vous pouvez dupliquer les écrans ou autre. Là, vu que je fais les vidéos, je suis obligé de me cantonner à un écran pour l'enregistrement, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je préfère tout faire dans le module de compositing, sinon on a tendance à se perdre un petit peu. Alors l'avantage, là je vous ai montré le Cryptomatte Object. Très rapidement, je vais vous montrer les 3 cas de figure. Tac, donc je vais tout enlever. Qu'est-ce qui se passe si je suis en mode Object et que je survole? Vous voyez que par exemple, ce mug s'appelle MDL Mug 002. Celui-là s'appelle MDL Mug 001 et celui-là s'appelle MDL Mug. Qu'est-ce qui se passe si je me passe en mode Asset et que je survole? J'ai possibilité de sélectionner ce même mug, j'ai le même rendu visuel. Par contre, il s'appelle pas pareil, il s'appelle Controller Mug 002. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Blender, il va venir lire l'outliner pour savoir comment sont organisés les assets et comment sont réalisés les groupes. Alors là, vous dites peut-être, je vois pas trop à quoi ça sert. Imaginons que je vais faire un traitement sur toute la partie qui est en haut. Je pourrais, individuellement, sélectionner d'abord celui-ci, ensuite le petit cube qui est dessous, le cylindre, voilà, ces deux choses-là, et j'aurai bien toute la partie d'en haut. Je vais enlever, hop là, le mug. Mais ce serait quand même beaucoup plus pratique si je peux directement dans ma scène 3D organiser des groupes et les sélectionner dans mon Cryptomatte. C'est exactement ça. Donc je repasse en mode Object, je vais enlever tout ceci, et je vais retourner très rapidement dans ma scène 3D pour sélectionner tous ces assets-là, donc qui constituent l'étagère. Je vais faire un Shift S, Cursor Selected, je vais créer un empty, hop là, que je vais appeler par exemple groupe étagère, et je vais faire un sélection, 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 le groupe étagère en dernier, je fais CTRL-P, Object avec Keep Transform. Et là, si je vais dans l'outliner, qui se situe juste ici, vous voyez que j'ai bien un groupe étagère qui apparaît. Et si je retourne maintenant juste là, que j'affiche mon image, et que je passe en mode Asset, avec le petit plus, vous voyez que il faut que je refasse un rendu. Alors ça, c'est une erreur qui est très courante. Par défaut, on est un petit peu déçu, parce que les cryptomates ne sont pas dynamiques. Mais si je fais un rendu avec F12, qui va durer 5 secondes, vous allez voir que normalement, il va m'injecter correctement les données. Donc c'est pour ça que quand j'insistais en début de formation d'organiser correctement votre outliner, c'est que c'est ultra important, parce que si votre scène est bien organisée déjà pour travailler, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, quand vous allez utiliser des outils de compositing comme le Cryptomatte basés
sur l'organisation de l'outliner. Vu que votre outliner va être correctement rangé, vous allez pouvoir profiter de tout ça. Et le temps perdu, entre guillemets, d'organisation au tout début, vous allez forcément le gagner à la longue au fur et à mesure des traitements. Donc là, si je passe en mode asset et que je fais le petit plus, vous voyez, maintenant j'ai bien mon groupe étagère. Et si je clique dessus, il m'a bien mis tous les éléments sélectionnés ici. Donc si vous avez, dès le début de votre projet, en perspective déjà des traitements que vous allez pouvoir effectuer à la suite en compositing de manière groupée, vous pouvez organiser votre scène 3D en conséquence. Ça, c'est ultra pratique. Quelque chose qui est un petit peu compliqué des fois, c'est que si vous n'avez pas créé ces groupes-là, on a une sorte de différence. Par exemple, vous voyez ici, il va m'appeler ça controller mug, alors qu'un object, il m'appelle ça MDL mug. En fait, le mode object, il va prendre le mesh. C'est un petit peu différent. Là, vous voyez, j'ai bien control mug, donc ça, c'est mon groupe supérieur, donc c'est bien ce qui est présent dans le mode asset. Vous voyez, j'ai bien control mug qui est présent ici. Mais si je clique dedans, j'ai bien mon MDL mug, ça c'est le mesh, et c'est bien ce qui va être affiché en mode object. Donc c'est vraiment une notion qui est importante qu'il faut bien comprendre. Donc maintenant, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert? Passons à des exemples concrets. Je vais changer la couleur du bois, je veux changer la couleur de ce petit bonbon, et je veux surexposer la partie en haut à droite. Comme ça nous fait voir un petit peu les trois cas de figure. Si vous avez bien compris, comment on fait? Je vais d'abord sélectionner, donc je vais passer en mode object, pas mode asset pour le premier exemple, et je veux, par exemple, changer la couleur de ce petit bonbon qui est juste ici, qui est rouge. Je vais cliquer sur le plus, et je vais sélectionner mon rêve bonbon. Si je clique ici sur image, j'ai bien mon image qui a fonctionné. Si je clique sur mat, j'ai bien mon masque noir et blanc qui est là. Donc qui dit masque noir et blanc dit, ça m'arrange. Ça m'arrange pourquoi? Parce que si je crée un node Hue Saturation Value, que je mets juste ici, je vais pouvoir changer par exemple la hue. Par défaut, on est un petit peu déçu parce que si je change ça, ça change l'intégralité de mon image. Ce serait pas mal quand même que Blender nous propose une entrée qui me permette de filtrer avec un masque noir et blanc. C'est exactement ce qu'on a ici avec le factor. Vous voyez, si je baisse le factor à 0, aucune incidence. Si je mets à 1, incidence à 100%. L'avantage, c'est que ici, avec le mat qui est du noir et blanc, si je mets dans mon factor, automatiquement, Blender va comprendre que la valeur blanche qui est donc sélectionnée par mon mat a un facteur de 1 et la valeur noire qui est tout le reste a un facteur de 0. Donc là, si je change la hue, regardez ce qui se passe sur mon petit bonbon, il va bien changer en temps réel de couleur et uniquement lui. Donc je peux le mettre par exemple, voilà, un petit violet comme ça, augmenter un petit peu sa luminosité, changer par exemple sa saturation si je le souhaite. Je fais vraiment les traitements que je souhaite directement sur mon bonbon et ça ne va pas impacter le reste de la scène. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est ultra intéressant. Et pas de panique, imaginons que je vais faire le même traitement sur le mug qui est juste ici. Je peux cliquer sur le plus, sélectionner mon mug et en temps réel, vous voyez qu'il va avoir un changement. Alors là, c'est pas cohérent, donc je vais l'enlever. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Petite limitation technique quand même. C'est que tout ce qui est GI et indirect va pas changer parce qu'il n'est pas présent dans mon mat. Là, mon mat, j'ai uniquement mon bonbon. Mais imaginons que derrière, là, j'ai un miroir ou quand on le voit dans la réflexion. Ben, mon traitement là, de changement de Hue Saturation Value va uniquement être effectué sur mon mat, à savoir sur le direct de mon objet, mais pas sur mon indirect. Donc là, si j'ai un miroir qui réfléchit mon bonbon, dans la réflexion, j'aurai encore l'ancienne valeur. Et pareil, dans la GI qui est juste ici, on voit qu'elle est rouge par défaut, parce que de base, mon bonbon était rouge. Donc si je veux un traitement qui fasse pas fake, il me faut mettre en place un pipe beaucoup plus poussé avec un back to beauty qui va avoir une incidence sur tous les traitements directs et indirects. C'est beaucoup trop complexe pour aujourd'hui, on le verra peut-être plus tard. Mais voilà, sachez que ça, c'est une limitation. Donc ça, c'était pour le mode object. Maintenant, imaginons que je trouve mon bois, la couleur ne me satisfait pas, je le trouve peut-être un petit peu trop foncé. Pas de problème. Je vais faire un nouveau cryptomat. L'avantage également, c'est que là, si vous avez bien organisé votre scène, je vais passer en mode matériel, j'ai le même bois ici, matte wood, que là. Alors ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Parce que là, quand je vais traiter tout le bois, ça va changer. Vous voyez, si je passe en mode image, ou mat, toute cette partie-là. Donc ça, c'est intéressant. Si je veux changer que le bois de cette partie, je suis obligé de passer en mode object. Mais l'avantage, c'est que là, je peux changer tout le shader. Enfin, tout le traitement du shader. Si je passe pas par le compositing, je dois retourner dans ma scène 3D, changer le shading, l'éclaircir un petit peu, refaire un rendu. Je suis pas sûr d'avoir quelque chose de cohérent. Donc l'avantage du compositing, c'est que ça nous fait gagner du temps énormément et j'ai quelque chose qui est beaucoup plus souple en termes de process. Donc là, si je fais hop là mon image comme ceci, je le fiche hop là comme ça, comme d'habitude. J'ai bien mon wood qui est sélectionné. Je vais passer par exemple par un color balance.
Voilà, un color balance que je vais mettre juste là. Là aussi, par défaut, si je change par exemple mon gamma pour le rendre un petit peu plus clair, il va me le faire partout. Pas de problème. Je prends mon mat, je le mets dans mon factor. Et là, vous voyez que si je change mon gamma, j'ai uniquement mon bois qui va changer. Alors, je peux faire un petit peu ce que je veux, hein. Je peux changer le gain, je peux le baisser même si je le veux un petit peu l'assombrir. Moi, je veux l'éclaircir. Par exemple, comme ceci. Je peux mettre des couleurs voilà, dans les éléments. Bon, imaginons que là, on soit satisfait. Alors, j'aime pas trop. Je veux plus en mode orange. Voilà, comme ça. Donc, le avant, après. Petit traitement très subtil, mais c'est ça le compositing. Donc voilà, c'est assez intéressant. Là, ce qui nous arrange depuis le début, c'est qu'à chaque fois, tous les traitements que je fais, il y a un node factor. Donc c'est pas mal. Le node factor, il prend du noir et blanc, donc le masque, je peux le mettre en entrée. Maintenant, imaginons que je veuille surexposer cette partie-là, ou sous-exposer. Bon, bref, changer avec le node exposure. Je mets l'exposure juste ici. Mais là, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas de factor en entrée. Donc je peux changer l'exposition, l'abaisser, mais ça va tout traiter. Alors là, on est un petit peu embêté. Pas de panique. On va pouvoir utiliser un node mix color qui, lui, par défaut, a obligatoirement une entrée factor. Donc je vais prendre ma dernière sortie juste ici. Je vais prendre ma sortie d'exposition juste là. Et je vais prendre le résultat et je vais mettre ici. Donc par défaut, le facteur 0, 1, soit il prend l'entrée A, soit il prend l'entrée B, soit il prend la moitié. Mais ça, je vais pouvoir le driver du coup avec un masque noir et blanc. Là, si j'augmente mon exposition, vous voyez qu'on est un petit peu déçu parce que ça le fait partout. Par contre, si vous avez bien compris le process, qu'est-ce qui se passe si je mets un node Cryptomat, juste ici, tac, que je sélectionne en mode asset l'intégralité de mon groupe A1, à savoir l'étagère, cette fois-ci, j'ai bien un masque qui ressemble à ça, et là le tour est joué, et c'est gagné, je peux mettre ceci dans mon factor, et maintenant quand j'augmente l'exposition, ça va le faire uniquement en haut à droite. Alors je peux le surexposer, le sous-exposer, je fais ce que je veux, bref, c'est pour l'exemple, je vais juste augmenter un tout petit peu, ça va dénoter avec le reste, c'est pas très grave, je vais mettre 0,2, voilà. Avant, après, j'ai bien surexposé cet élément-là. Le gros avantage, c'est que si vous êtes confronté à un traitement de node qui n'a pas de facteur d'entrée, avec ce mix-là, c'est sûr de fonctionner. Donc même là, sur le color balance ou les hue saturation, j'aurais pu ne pas utiliser le factor et utiliser le mix directement. Ça aurait fait la même chose. Donc voilà, on a vu tout ça dans le compositing. L'avantage, c'est que là, j'ai surexposé ça. Maintenant, je trouve que mes mugs, eux, ils nécessiteraient le même traitement. Pas de problème. Je peux sélectionner mon mug ici, mon mug là, et mon mug juste là. Et vous voyez que je peux augmenter et ça va uniquement traiter ceci. Donc pour retoucher, il faut voir un petit peu comme une sorte de pseudo Photoshop. Pour retoucher individuellement les assets ou autres, c'est ultra, ultra, ultra pratique. Et ça fluidifie énormément le pipe. Ça vous fait gagner un temps vraiment énorme. L'inconvénient, c'est que c'est un traitement sur l'image de base. Donc tout ce qui est indirect ou autre, ça va pas forcément l'influencer. Je peux pas non plus supprimer un élément directement parce que je vais avoir du vide. On pourrait avec un système de layering, mais voilà, pardon, c'est une chose qui est assez intéressante. Je ne vous ai pas montré avec le node image. Bon, le node image, si vous avez bien compris, ce serait un traitement un petit peu différent. Je pourrais mettre par exemple un mix ici, qui peut se faire, hein, mais moi que j'aime pas trop utiliser. Un mix ici, voilà, hop là, A et B par défaut ça change rien. Imaginons que je mette un cryptomat juste là, en mode cette fois-ci image, et que je sélectionne voilà, le cylindre de devant. Tac. Je pourrais par exemple ici mettre un color balance, voilà, comme ceci. Changer par exemple le lift. Et vous voyez que ça va changer. Alors, ouais, c'est pas forcément très visuel parce que là, vu qu'il est dans le défocus et tout, ça va pas forcément marcher. Donc vous voyez, c'est une des contraintes également. C'est que là, du coup, on est dépendant, vu qu'on ne génère pas un masque, on vient modifier directement l'image de base. Donc c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne ultra bien. Peut-être que sur le sol, ça marchera voilà, un petit peu mieux quand même. Vous voyez, si j'augmente le gain, que j'affiche uniquement ça, vous voyez là, j'ai quelque chose qui est quand même un petit peu plus cohérent. Mais en fait, je vais, plutôt que sortir un masque de traitement, je vais sortir carrément une image. Donc ça veut dire qu'ici, sur le traitement, c'est quand même plus compliqué. Soit je prends mon image 2, soit je prends mon image 1. Vu qu'il me crée une sorte de gris sur le reste, je vais être obligé de reconstituer mon image, par exemple, en additif. C'est pas ultra pratique. Donc là, c'est un pipe que je vous conseille pas, mais qui est présent. Ça peut être utile pour certains cas de figure. Là, mon process marche pas vraiment,
mais ça peut être utile dans des cas vraiment très spécifiques. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le mat comme ça, c'est beaucoup plus simple. Vous avez un masque noir et blanc de sortie, vous faites le traitement par rapport à ça. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous faire gagner du temps sur tout votre processus de création d'images. J'espère que vous avez appris des choses et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo sur Blender. À la prochaine. Ciao!